Les xénogreffes de tumeurs humaines chez la souris sont utilisées depuis plus d'un demi-siècle et consistent en implanter en position sous-cutanée, orthotopique, mais aussi injecter en intrapéritonéal ou en intraveineux un tissu ou des lignées cellulaires tumorales humaines chez la souris immunodéficiente. Et on peut xénogreffer soit un tissu tumoral sous forme de fragments, soit une suspension cellulaire. Donc, c'est le fragment qui est mis en suspension cellulaire. Et on peut aussi injecter des lignées cellulaires tumorales humaines qui sont déjà établies et bien caractérisées. Les souris les plus couramment utilisées sont les souris nudes, sont des souris atymiques qui ont été découvertes dans une animalerie à Glasgow en 1962. Ces souris présentent une mutation qui est autosomique récessive, une mutation nude. Elle se caractérise par une absence de cellules T, donc elles n'ont pas de thymus. Mais elles présentent par contre des cellules B. Parfois, la formation des cellules B elle est défectueuse. Un deuxième type de souris sont les souris SCID pour Severe Combined Immunodeficiency. Et ces souris, elles présentent la caractéristique qu'elles n'ont pas de cellules ni B ni T. Et les deux types de souris sont gardés dans une animalerie EOPS, ça veut dire extemp pour organismes pathogènes spécifiques. Les modèles de xénogreffes présentent des avantages, mais parmi ces avantages, c'est de répondre à la limitation quantitative de la tumeur humaine. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation précédente qu'il y a des biopsies qu'on peut aussi utiliser pour réaliser des xénogreffes. Donc la tumeur elle est de taille réduite. Donc nous, on va la greffer chez la souris, comme ça on amplifie cette tumeur et on peut faire des analyses là-dessus. On peut réaliser aussi des études longitudinales séquentielles possibles, ce qui n'est pas possible chez l'homme, et évaluer la réponse aux agents thérapeutiques, même avant de les administrer chez les patients. Nous avons des articles en cours. On peut aussi utiliser des lignées cellulaires qui sont bien caractérisées. Dans ces cas, nous avons l'avantage de la rapidité de l'essai. Mais les modèles de xénogreffes présentent aussi des inconvénients. Parmi ces inconvénients, c'est l'utilisation des modèles de souris immunodéficients. Il n'y a pas d'études de phase précoce de la cancérogénèse, comme c'est le cas pour les modèles génétiquement modifiés. Il y a l'estroma murine, vous allez voir une présentation aujourd'hui, et aussi l'accès qui est aux échantillons humains qui est réduit, et il y a une législation qui est vraiment très encadrée. Pour la xénogreffe, la plupart des xénogreffes sont réalisées en position sous-cutanée. Ça veut dire on greffe sous la peau de la souris, soit un fragment, soit un tissu tumoral, soit les lignées cellulaires. On les injecte. Un autre type de xénogreffe sont les xénogreffes anorthotopiques. Ça veut dire dans l'organe lui-même. C'est un tout petit peu plus difficile à réaliser, ça reste quand même faisable. Pour les cancers du rein, c'est la greffe en position sous-capsulaire. Il y a aussi les injections, les xénogreffes intrapéritonéales et intracardiaques, et ces deux derniers sont réalisés surtout pour réaliser des études de la formation des métastases. Je vais vous présenter plutôt le principe de xénogreffe en sous-cutané, car ce sont les xénogreffes que nous avons beaucoup plus réalisés dans notre unité. Nous avons bien sûr réalisé aussi des xénogreffes anorthotopiques pour les cancers du rein. Donc, quand la pièce opératoire ou la biopsie arrive, elle est mise tout de suite dans un milieu de culture et transportée très rapidement. Donc là, c'est pour répondre à une question, ça va être 15 minutes au plus tard, elle est greffée. Elle est transportée dans l'animalerie conventionnelle et greffée sous la peau, donc derrière la tête, dans la graisse brune de la souris. La souris étant anesthésiée. J'ai mis plus ou moins matrigel car le matrigel il présente des avantages. Le premier, il forme une barrière protectrice contre les macrophages murins. Et un deuxième avantage, c'est qu'il apporte des facteurs prolifératifs. Donc c'est ce qui va aider la tumeur à proliférer. Quand la tumeur la tumeur elle peut se développer ou pas. Et ici, vous voyez un exemple, 12 à 16 semaines après la xénogreffe, il y a une petite boule qui s'est développée. Et quand elle arrive à 1 cm à peu près,
La souris elle est euthanasiée, la tumeur prélevée, et une partie de cette tumeur elle est toujours utilisée pour réaliser une nouvelle xénogreffe chez la souris. Une autre partie elle est fixée soit en alcool formant l'acide acétique et ensuite incluse en paraffine. Une autre partie elle est congelée et gardée à moins 80 degrés. Et dans l'unité U728, systématiquement, on prend aussi un bout pour la microscopie électronique. Depuis 2006, entre 2006 et 2009, nous avons greffé chez la souris nude 40 tumeurs rénales et nous avons observé qu'au premier passage, nous avons vu 35% des prises de ces tumeurs xénogreffées chez la souris. Mais seulement 15% sont arrivés jusqu'au 5e passage. Ça veut dire qu'il y en a des tumeurs qui se sont arrêtées à proliférer. Nous n'avons pas obtenu des proliférations par la suite. Et parmi ces 15% qui représentent 6 tumeurs en total, on a obtenu 4 carcinomes rénal à cellules claires, un papillaire et un qui était mixte, avec une composante cellule claire et une composante sarcomatoïde. Et dans notre expérience, nous avons observé que les délais du développement de la xénogreffe entre les passages étaient de plus en plus courts. Et une donnée similaire a été observée par une autre équipe pour les tumeurs pancréatiques. Nous nous sommes posé la question si ces délais de plus en plus courts entre les passages étaient liés à l'index prolifératif. Or, pour ceci, nous avons calculé le nombre de mitoses sur la tumeur initiale, sur le premier et sur le 5e passage. Et sur 5 tumeurs sur 6, nous n'avons pas vu de différence significative entre le nombre de mitoses, sauf sur cette tumeur où il y avait nettement une différence entre l'index prolifératif. Nous nous sommes ensuite intéressés au nombre de vaisseaux. Est-ce que la formation de nouveaux vaisseaux pourrait expliquer ces délais de plus en plus courts? Pour ceci, nous avons évalué les vaisseaux du premier au 5e passage et ici vous voyez les résultats pour le premier et le 5e passage. Et malgré une augmentation légère du nombre de vaisseaux au 5e passage, il n'y a pas de différence significative entre les nombres de vaisseaux. Pour compter les vaisseaux murants, nous avons utilisé un anticorps fait chez les rats qui reconnaît très bien les cellules endothéliales murines. La deuxième étape était de caractériser, au point de vue phénotypique, ces xénogreffes. Et pour ceci, nous avons réalisé des études morphologiques sur des coupes colorées, émalane, éosine, safran. Et dans un deuxième temps, nous avons utilisé les marqueurs qui sont utilisés par les pathologistes couramment, CK7, CD10 et la vimentine. Et nous avons observé qu'il y en a certaines tumeurs qui ne changent pas au fur et à mesure de passage. Donc, ici, vous voyez un exemple pour la cytokératine 7. La tumeur initiale elle est négative pour la cytokératine 7. Elle reste négative au fur et à mesure des passages chez la souris. Donc, pas de modification. Par contre, il y en a d'autres xénogreffes qui ont montré une présence de l'expression de la cytokératine 7 dès le premier passage et c'était de plus en plus jusqu'au 5e passage. Donc, on a observé des modifications pour l'expression de la cytokératine 7. Ici, vous voyez les résultats pour les 6 xénogreffes et vous voyez que le CD10 et la vimentine ne changent pas. Donc, la tumeur, le 5e passage chez la souris reste identique à la tumeur initiale. Par contre, pour la cytokératine 7, nous avons observé sur 3 cas, donc ici c'est une augmentation nette de 60%, ici il y en avait 10% des cellules qui sont apparues et 10% en plus qui sont apparues au 5e passage. La deuxième étape, c'est évaluer la stabilité génotypique de ces xénogreffes et pour ceci, nous avons utilisé des marqueurs microsatellites qui sont des courtes séquences d'ADN formées d'une répétition continue de 2 adinucléotides. Après amplification par PCR et électrophorèse, nous avons obtenu des profils alléliques comme vous voyez ici. Et nous avons observé que la plupart des profils, 66% étaient identiques. Quand je parle d'un profil, je parle de profil allélique trouvé en P0, donc la tumeur initiale, le premier et le 5e passage. Des profils identiques, comme vous voyez ici. Ici, c'est un profil allélique homozygote, donc un seul allèle qui est présent au fur et à mesure des passages. Et ici, c'est un profil allélique hétérozygote, 2 allèles de 156 et 170 paires de bases qui se retrouvent jusqu'au 5e passage.
Mais dans 34% des cas, il y a eu des modifications. Et parmi ces modifications sont soit des pertes alléliques, des LOH, soit l'apparition de nouveaux allèles. Donc vous voyez ici 2 allèles 183 et 185 paires de base. Et ici, c'est cet allèle-là qui est apparu, qui est nouveau et qui est gardé jusqu'au 5e passage. Aussi, les modifications que nous avons démontrées, donc là, que nous avons vues dans nos études, elles apparaissent dès le premier passage. Et ces modifications sont gardées au fur et à mesure des passages et dans toutes les souris. Pour expliquer l'apparition de ces petites anomalies, nous avons donné 2 explications, soit une hétérogénéité intratumorale. Ça veut dire que les fragments que nous avons greffés au tout début contenaient des clones tumoraux différents. Et il y en a un de ces clones qui a pris un avantage prolifératif chez la souris et qu'on a amplifié jusqu'au 5e passage. Une deuxième explication pourrait être due à la présence de sous-clones différentes dans la tumeur. Les fragments xénographés contenaient 2 types de sous-clones, mais il y avait un qui était en grande partie. Et ensuite, c'est ce fragment-là qui a proliféré tout de suite chez la souris. Nous avons ensuite évalué les pouvoirs répondeurs de ces xénogreffes. Nous avons réalisé une étude sur 3 de ces xénogreffes. Nous avons administré par gavage pendant 35 jours un anti-angiogénique. Et ensuite, nous avons obtenu les réponses. Ici, vous voyez en bleu les souris qui étaient en bleu la souris non traitée, la souris témoin et la souris traitée. Au tout début, la souris traitée elle a montré une réponse et ensuite la tumeur elle a recommencé à proliférer. Donc la courbe elle est peut-être de plus en plus haute. Et les data pour le patient il a montré une stabilité tout d'abord suivie d'une progression. Dans les 2 autres xénogreffes, nous n'avons pas vu de réponse dès le début, vous voyez ici, et pareil, la tumeur du patient n'a pas répondu à ces traitements. Ces études thérapeutiques ont été réalisées avec l'échographie. Pourquoi l'échographie? Parce que c'est un examen non traumatisant pour la souris, nous permet de réaliser des études séquentielles, nous permet aussi de visualiser en temps réel les organes, mais aussi les compartiments sanguins, donc déterminer les zones de nécrose, permet une mesure précise des tumeurs, comme vous l'avez vu sur la présentation précédente, et permet aussi la biopsie dirigée. Cet avantage va rejoindre la règle de 3 R dans l'expérimentation animale qui consiste à réduire, remplacer et raffiner. Donc, nous, on réduit beaucoup le nombre d'animaux utilisés pour une étude donnée. Pour réaliser des biopsies sous échographie, nous avons besoin d'un échographe dédié au petit animal, des trocars à biopsie ou des pistolets et des sondes échographiques. Et ici, vous voyez la souris qui est légèrement anesthésiée afin qu'elle ne bouge pas. La sonde qui est posée sur la tumeur. Il y a un exemple d'image qu'on observe avec ce type d'analyse. Donc, vous voyez la colonne vertébrale et la tumeur. On peut mesurer le diamètre longitudinal et transversal et donc mesurer les volumes tumoraux. Et on peut réaliser aussi des biopsies sous échographie. Ici, vous voyez les trajets du trocar. Avec cette carotte, donc la carotte sortie, ça nous donne cet aspect-là. Elle est assez grande, 1 cm sur 1,2 mm. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carotte? On peut faire des analyses phénotypiques, on peut faire des analyses cellulaires, on peut faire du tri cellulaire même, de la culture cellulaire, et des analyses moléculaires couplées ou pas à la microdissection laser. Voilà. Donc pour conclure, dans nos études, les modèles de xénogreffe ont montré en général une bonne stabilité phénotypique et génotypique avec une similitude de réponse au traitement par rapport aux patients. Et aussi, les biopsies sous échographie nous ont permis de réduire beaucoup le nombre des animaux. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé activement à la réalisation de ce travail.
Et aussi, vous voyez, il y a toujours le service de radio qui intervient, les services d'urologie, les services de biochimie, les membres de l'unité 8728. Et je tiens aussi à remercier mon chef de l'Institut Langevin qui m'a permis de venir aujourd'hui faire cette présentation devant vous. Et merci pour votre attention.